Bonjour tout le monde. Donc on va parler aujourd'hui des méthodes d'exploration en urologie. Concernant le plan, donc nous avons l'introduction, l'examen des urines. Déjà l'examen des urines fait partie de l'examen physique. Donc c'est une particularité en urologie. On va parler de la fonction rénale et on va ensuite aborder le vif du sujet, c'est-à-dire les examens complémentaires. Les examens complémentaires, ils se divisent en exploration radiologique, fonctionnelle, urodynamique, endoscopique, et on va terminer par les examens biologiques. Concernant les examens radiologiques, on va parler de l'urographie intraveineuse, de l'urétérocytographie rétrograde, missionnelle, de l'urétéropyélographie rétrograde, de l'échographie, et sur l'uroscanner et l'IRM. Concernant les explorations fonctionnelles, donc nous avons toutes les scintigraphies en urologie, le PET scan. Concernant les scintigraphies en urologie, nous avons la scintigraphie rénale, la cystoscintigraphie, la scintigraphie testiculaire, osseuse, et un petit mot sur la radiothérapie métabolique. Concernant les examens urodynamiques, il y a la cystomanométrie, l'urétromanométrie, la débimétrie. Voilà. Bien entendu, on ne va pas omettre de parler sur les explorations endoscopiques qui ont connu une évolution majeure en urologie, et on va terminer par les examens biologiques les plus courants, les plus demandés en urologie. L'urologie est une jeune spécialité en perpétuel progrès. L'interrogatoire et l'examen physique, incluant l'examen des urines, restent toujours les piliers fondamentaux d'une bonne démarche diagnostique pour soigner toujours mieux. Cependant, l'avènement de la scanographie, de l'IRM et de l'endoscopie ont permis de mieux faire le diagnostic et de choisir le traitement adéquat. Il faut ajouter que l'urologie a bénéficié du progrès humain, en l'occurrence la numérisation, l'avènement de la fibre optique, la miniaturisation des instruments, donc ce qui permet de faire des ondes d'urologie parfaites dans un but d'explorer au mieux nos patients et de faire en général un traitement conservateur. Il y a également l'avènement de nouvelles machines multibarrettes concernant les uroscanners, donc ça permet d'améliorer l'imagerie, la qualité et donc le diagnostic. Ce schéma représente de façon simplifiée l'appareil urinaire. Donc l'appareil urinaire, il est constitué de 2 reins, de 2 uretères, d'une vessie et d'un urètre. Les reins et les uretères constituent ce qu'on appelle le haut appareil urinaire. Le bas appareil urinaire est constitué par la vessie, d'une prostate chez l'homme et d'un petit conduit qu'on appelle l'urètre. Le rein, c'est un organe noble. Il mesure 12 cm de hauteur et à peu près 6 cm de largeur. Donc le rein, c'est un organe rétropéritonéal. Il est constitué d'1 million, voire 1,5 million de néphrons. Le rein droit est plus bas situé que le rein gauche parce qu'il vient en contact avec le foie. L'urètre, c'est le canal qui permet de charrier les urines selon la gravité terrestre du rein vers la vessie. Et cet uretère est animé de mouvements de péristaltisme, des mouvements de reptation, d'accord, qui vont permettre aux urines donc de descendre et d'être stockées au niveau d'un réservoir naturel, d'un réceptacle musculaire qu'on appelle la vessie. Donc s'il y a un obstacle sous-vésical, par exemple une hypertrophie bénigne dans la majorité des cas, maligne dans certains cas, ou bien lorsqu'il y a une sténose au niveau de l'urètre, donc on parle d'obstacle sous-vésical. Et cet obstacle sous-vésical aura comme conséquence un retentissement sur le haut appareil urinaire. Donc, les urines vont refluer vers le haut appareil urinaire, donc il y aura une dilatation d'abord au niveau des uretères, ensuite au niveau du rein. Le rein est constitué de 3 grands calices, un calice inférieur, un calice moyen et un calice supérieur. Et lorsqu'il y a une dilatation au niveau de l'uretère et au niveau des calices du rein, on parle d'urétéro-hydronéphrose. Toujours sur ce schéma, on constate qu'il y a un calcul, par exemple. Un calcul en sous-pyrique. D'accord? Donc ce calcul va entraver
la descente naturelle des urines vers le rein. Et par conséquence, donc il y aura une dilatation, c'est comme un barrage, donc il va y avoir un retour, un reflux d'urine vers le haut, et tout ça va entraîner une dilatation que l'on pourra voir à l'imagerie, à l'uroscanner, ou bien à l'urographie intraveineuse, également à l'échographie, d'accord? Et cliniquement, cela va se manifester par une symptomatologie, en l'occurrence une colique néphritique. L'examen des urines fait partie de l'examen physique. Il est indispensable et capital de rechercher la force et la qualité du jet et la couleur des urines. Concernant la force du jet, elle doit être d'émission facile. Si elle est douloureuse et difficile, on parle de dysurie. S'il y a une dysurie, ça sous-entend qu'il y a un obstacle sous-vésical. Soit c'est une hypertrophie bénigne de la prostate, soit c'est un cancer de prostate, et parfois ça peut être en rapport avec un rétrécissement de l'urètre, soit d'origine traumatique, soit d'origine infectieuse. Concernant la couleur des urines, en général les urines sont de couleur jaune citrin. S'ils sont trop clairs, trop limpides, soit que la diurèse est trop importante, soit il y a une insuffisance rénale à rechercher. Si les urines sont trop concentrées, ça veut dire la diurèse est peu importante. Si les urines sont troubles, il faut alors faire un examen bactériologique. Parfois, les urines peuvent être fétides en rapport avec une infection urinaire ou bien un déséquilibre glycémique à rechercher. S'il y a du sang dans les urines, on parle dans ce cas d'hématurie, à différencier de l'urétroragie, qui est l'émission de sang en dehors de la miction. L'insuffisance rénale peut être détectée cliniquement lorsqu'elle est déjà marquée par une pâleur, assainir en raison d'anémie, amaigrissement, essoufflement. Le dosage de la créatinine plasmatique, en plus qu'urée, est le seul élément utile. Et si cette créatinine est élevée, on doit faire un ionogramme qui est indispensable car on peut avoir des désordres hydroélectrolytiques et qui peuvent être parfois graves, tels qu'une hypercalémie. L'urographie intraveineuse a représenté un examen clé en urologie pendant des décennies. Cependant, actuellement, il a perdu de sa superbe devant l'avènement de l'uroscanner. L'urographie intraveineuse, c'est quoi? C'est une injection de produit de contraste par voie intraveineuse, et ce produit de contraste va passer grâce à la circulation sanguine au niveau de l'appareil urinaire, et il va dessiner une sorte de moule. Donc on aura un moule de l'arbre urinaire. Bien entendu, s'il y a un obstacle à l'écoulement du produit de contraste, on aura une empreinte. Donc cette empreinte peut être en rapport, par exemple, avec un obstacle lithiasique, un caillot sanguin, ou bien une tumeur. Donc le patient doit être à jeun, avec une restriction hydrique modérée, et la vessie doit être vide. Donc après injection du produit de contraste, après 15 à 20 secondes, donc on aura normalement une visualisation des artères rénales, ce qui nous permet par exemple de rechercher une éventuelle sténose dans un bilan d'une hypertension artérielle qui ne répond pas par exemple au traitement habituel. Entre 1 à 30 à 3 minutes, nous avons le temps de la sécrétion. Entre 3 et 5 minutes, nous avons le temps excrétoire. Ensuite, normalement, l'imageur doit réaliser des clichés à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, voire même un cliché à 24 heures. Et bien entendu, normalement, on doit avoir des clichés pré, per et post-missionnels. Le premier cliché d'une urographie intraveineuse, c'est le cliché d'arbre urinaire sans préparation. C'est ce qu'on appelle l'ASP. Donc, il va étudier le squelette osseux, le bord externe du psoas. Le psoas, c'est un muscle interne de la forme d'un triangle que l'on voit sur un cliché d'ASP. Et ce psoas est très important parce que c'est la projection, c'est-à-dire en rapport avec ce muscle, on aura la projection de l'urotère. Ça sous-entend s'il y a une image de tonalité calcique qui se projette en rapport avec le psoas, en général, cette image de tonalité calcique, elle est située au niveau de l'urtère.
En analysant un ASP, on va analyser l'ombre des reins au niveau, par exemple, des vertèbres de L1 jusqu'à L3, d'accord? Et bien entendu, on va rechercher l'existence d'opacité calcique en projection, toujours des voies urinaires. Il faut savoir qu'en cas d'absence d'opacification du rein ou des urétères, on peut être amené à faire une urétéropyélographie rétrograde. D'accord? Et lorsqu'il n'y a pas d'opacification du rein, on parle de rein muet. Il faut savoir également qu'un urétère ne peut être visualisé en totalité sur un seul cliché. Si on voit un urétère sur un seul cliché, dans sa totalité, cela signifie que cet urétère il est momifié en rapport avec une infection soit spécifique ou bien non spécifique. Quand on parle d'infection spécifique, sous nos latitudes, on parle de tuberculose urinaire. Les contre-indications de l'urographie intraveineuse, nous avons le myélome, l'amylose, l'insuffisance rénale, le diabète. Vous avez la grossesse, surtout au premier trimestre, une contre-indication absolue. Et cette contre-indication devient relative au deuxième et troisième trimestre. Mais même si on fait des clichés, à ce stade, on va faire 2 ou 3 clichés, pas plus. Il faut ajouter que lorsqu'on est devant une insuffisance rénale ou un diabète, on peut y remédier par une bonne hydratation du malade en pré, per et post-urographie intraveineuse. Les autres contre-indications, nous avons l'allergie à l'iode, elle est rare, donc il faut faire une prémédication du malade quelques jours avant l'examen. Si le malade présente un diabète non insulino-dépendant, s'il est traité par le glucophage, donc il faut l'arrêter. Donc il faut arrêter le glucophage 3 jours avant de réaliser l'urographie intraveineuse. Donc l'urétrocystographie rétrograde est mictionnelle. Elle comporte 2 temps. Elle comporte un temps rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de l'écoulement des urines, donc dans le sens inverse de la gravité terrestre, et un temps mictionnel. Déjà, avant de réaliser une UCR, il faut s'assurer soit directement de la stérilité des urines en demandant un examen cytobactériologique des urines avec un antibiogramme, ou bien on peut donner une antibiothérapie PEROS pendant 2 à 3 jours avant de réaliser cette UCR. L'urétrocytographie rétrograde et mictionnelle, elle nous permet d'apprécier déjà la vessie, de rechercher des signes de lutte, par exemple un diverticule vésical, de calculer un éventuel résidu post-mictionnel et d'apprécier l'urètre. Elle permet de rechercher également un éventuel reflux, qui peut être soit actif, soit passif. On parle de reflux vésico-urétéral passif lorsqu'il est visible lors du remplissage vésical. Par contre, on parle de reflux vésico-urétéral actif lorsqu'il est visible sur les clichés permictionnels. Cependant, il faut noter que certains imageurs préfèrent réaliser chez l'enfant, par exemple, une opacification par ponction suspubienne. Il faut noter également que, par exemple, lorsqu'on est en face d'un rétrécissement, d'un traumatisme de l'urètre, chez un malade porteur d'un cathéter suspubien, donc il faut faire une urétrocystographie bipolaire. J'explique. Ça veut dire à travers une opacification à travers le méa urétral, ça veut dire l'imageur, il introduit la sonde de façon douce, sans pression, à travers le méa urétral vers la fossette naviculaire. Pourquoi sans faire de pression? Pour éviter déjà des lésions au niveau d'un urètre malade ou bien des lésions au niveau de la vessie, sans oublier qu'il y a toujours le risque d'existence de bactéries qui peuvent être propulsées
vers le haut appareil urinaire. Et également, il faut opacifier à travers le cathéter suspubien. Donc, lorsqu'on a une opacification bipolaire, à travers le méa urétral et à travers le cathéter suspubien, on va mesurer de façon idoine la longueur du rétrécissement. Donc, l'échographie, c'est un examen opérateur dépendant et non invasif. L'échographie rénale, elle est indiquée pour reconnaître le caractère solide ou liquide d'une masse. Elle permet de rechercher les dilatations des cavités pyélocalicielles, surtout lorsqu'il y a une insuffisance rénale importante qui contre-indique l'urographie intraveineuse. Elle permet de détecter également une éventuelle collection périnéphrétique. Elle a un rôle dans l'imagerie interventionnelle, dans le repérage de la ponction rénale, également lorsqu'on fait des néphrostomies percutanées. L'échographie, elle nous permet également de surveiller un transplanté rénal. Lorsqu'il y a une image de calcul au niveau du rein, en arrière de cette image de calcul, on a un ombre acoustique, donc nous avons ce qu'on appelle un cône d'ombre postérieur. S'il y a un calcul au niveau du urétère, on aura donc par conséquence une dilatation des cavités pyélocalicielles, parce que l'échographie, elle a ses limites. On ne peut pas voir l'urétère, parce que l'urétère, il est masqué par les gaz intestinaux. Au niveau vésical, donc elle permet de mesurer la capacité de la vessie et de rechercher un éventuel résidu post-mictionnel. Elle permet également d'étudier la paroi vésicale, donc automatiquement de rechercher des signes de lutte ou bien un diverticule. Elle étudie également le contenu vésical à la recherche d'un calcul ou bien d'une tumeur. Concernant l'échographie prostatique, elle est réalisée par voie suspubienne, la vessie doit être pleine, ou bien au mieux par voie endorectale. Grâce à l'échographie prostatique, on peut estimer le poids de la prostate par une formule simple, la longueur fois la largeur fois la hauteur en millimètres divisé par 2, et on aura le poids en grammes. On étudie également l'écostructure homogène entourée d'une zone hyperéchogène correspondant au tissu graisseux périprostatique. Et elle guide, ici on parle de l'échographie endorectale, elle guide la ponction d'un nodule suspect. Donc on peut dire que l'échographie endorectale nous permet de réaliser des biopsies, par exemple, prostatiques. Au niveau scrotal, donc elle va analyser le testicule, l'épididyme, d'accord? Donc elle va rechercher l'existence ou pas d'une hydrocèle ou bien d'une varicocèle. L'hydrocèle, c'est un épanchement
entre la vaginale c'est une enveloppe qui entoure le testicule. Le varicocèle, c'est une dilatation du plexus veineux ampiniforme. Et lorsque la varicocèle, on peut dire la varicocèle ou bien le varicocèle. Lorsque la varicocèle est importante, et lorsqu'il y a un reflux, elle peut retentir, c'est-à-dire un reflux de sang, elle peut retentir sur la fertilité. Donc l'uroscanner permet d'obtenir des coupes anatomiques transversales du corps, avant et après injection intraveineuse de produits de contraste, pour délimiter les voies urinaires et les structures vasculaires. On peut profiter de cette injection pour réaliser quelques clichés standards de l'arbre urinaire. On obtient alors des clichés d'urographie intraveineuse couplés à l'uroscanner. L'uroscanner permet de faire le bilan d'extension loco-régionale des tumeurs. Il contribue au diagnostic étiologique d'une masse rénale et au bilan lésionnel d'un traumatisme rénal. Il permet également de nous donner le diagnostic des lacunes de la voie excrétrice, soit c'est un calcul radiotransparent, un caillot sanguin ou bien une tumeur. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, elle apporte un intérêt supplémentaire par rapport aux intérêts techniques d'imagerie dans les tumeurs surrénaliennes, en particulier le phéochromocytome. Elle permet le diagnostic des thrombus veineux caves dans le bilan des tumeurs rénales et elle a un intérêt dans le bilan du cancer de la prostate. Les autres applications sont en cours d'évaluation. Concernant les contre-indications de l'imagerie par résonance magnétique, nous avons la claustrophobie, le malade agité ou en réanimation, le port des prothèses, prothèses de hanche, implants oculaires, pacemaker, stérilet, prothèses dentaires ou auditives. Concernant les explorations fonctionnelles, nous avons tout d'abord les scintigraphies en urologie. Et on va parler en premier lieu de la scintigraphie rénale. Elle se divise en deux catégories. Nous avons les traceurs dynamiques et les traceurs statiques. Les traceurs dynamiques, nous avons la scintigraphie au technetium 99, au DTPA. Elle est le moyen non invasif le plus efficace pour étudier la filtration glomérulaire relative de chaque rein. Parmi ces indications, il y a l'évaluation des petits reins, le retentissement fonctionnel de séquelles de pyélonéphrite, le diagnostic de l'HTA rénovasculaire par scintigraphie avant et après captopril, et elle a un intérêt dans le contrôle des reins transplantés. Nous avons le technicien 99, le MAC3, avec une extraction rénale élevée à 60%, élimination par filtration glomulaire dans 10% des cas, et principalement par sécrétion tubulaire proximale dans 90% des cas. Elle garde des indications dans le syndrome de la jonction pyélo-urétérale avec test au Lazilix et dans les uropathies obstructives et bien entendu dans les reins transplantés. Concernant les traceurs statiques, nous avons le technetium 99, le DMSA, et ces traceurs statiques, ils permettent une scintigraphie morphologique. Elles pénètrent dans la cellule du tube proximal et dans 50% des cas de la dose administrée, elle est fixée à partir de 1 heure après l'injection. Comme indication
Elle permet le diagnostic et la surveillance des atteintes parenchymateuses aiguës et des séquelles parenchymateuses dans la pathologie infectieuse, et elle représente l'examen le plus sensible pour le diagnostic de la pyélonéphrite. Nous avons la cystoscintigraphie, soit directe ou bien indirecte. Indirecte par l'utilisation du MAC3, elle est moins sensible mais moins invasive. Il y a la forme directe, utilisée chez l'enfant. Elle utilise le technicium 99 qui est introduit dans la vessie. Elle permet de mettre en évidence un reflux même intermittent de façon plus sensible que la cystographie classique et avec 100 fois moins d'irradiation. Nous avons la scintigraphie testiculaire par injection intraveineuse de technicium 99. En cas de doute, quand elle peut être faite en urgence, elle permet d'éliminer formellement une torsion du testicule, donc on peut dire qu'elle a un intérêt médico-légal. La scintigraphie osseuse, elle utilise le technicium 99, MDP. Elle permet la détection des métastases osseuses avec une sensibilité supérieure à 95% dans le cancer de la prostate. Mais toujours, il y a ce risque de faux positif. Parmi ces risques de faux positifs, il y a la maladie de Paget, l'ostéoarthrose, l'ostéomyélite et les anciens foyers de fractures. La radiothérapie métabolique, utilisée dans le traitement palliatif antalgique des métastases osseuses multiples douloureuses, comme dans le cancer de prostate. On peut utiliser soit le strontium 89, le métastron, le rhénium, ou bien le 153 SM-ED-TMP. Le PET scan, c'est une imagerie par émission de positrons. Il permet de localiser et de caractériser le tissu malin viable. Le radionucléide le plus utilisé est un analogue du glucose, le 2-fluoro-2-désoxydéglucose, FDG. L'intérêt principal du PET scan serait de pouvoir distinguer une récidive locale d'une récidive à distance en cas de récidive biologique après traitement par radiothérapie ou après une prostatectomie totale. Il semble que le PET scan soit particulièrement performant en cas de séminome évolué pour différencier le tissu tumoral résiduel et fibrose en cas de masse résiduelle supérieure à 3 cm après chimiothérapie. On arrive maintenant aux examens urodynamiques. La continence et la miction sont le résultat de rapports de force entre la vessie et l'urètre, qui s'expriment par des grandeurs physiques. Concernant la cystomanométrie, c'est par définition la mesure de la pression intravésicale, non seulement pendant le remplissage, mais aussi pendant la miction. L'examen est réalisé en général avec une vessie qui est pleine, par une sonde transurétrale connectée à un capteur de pression. Concernant l'urétromanométrie, c'est la mesure de la pression dans l'urètre, dont la valeur n'est pas la même sur toute sa longueur. Les valeurs s'inscrivent sur une courbe, ce qu'on appelle le profil de pression urétrale. Il faut mesurer simultanément la pression dans l'urètre et dans la vessie, ce qui nécessite un enregistreur à 2 pistes. Donc nous avons une interprétation. Donc la pression urétrale est un indice de la qualité de la continence physiologique qui dépend du tonus sphinctérien. La pression urétrale maximale est la pression maximale de clôture qui est la pression différentielle entre la pression urétrale maximum et la pression vésicale. Concernant la débimétrie, apparemment rien de plus simple à réaliser qu'une débimétrie puisqu'il suffit d'uriner dans un appareil, dans une sorte d'entonnoir. Il faut juste avoir une vessie suffisamment pleine, mais pas de façon excessive.
Les indications de cette débimétrie. Donc le débit maximum est la valeur la plus représentative de la qualité du jet. Il se situe au-dessus de 15 millilitres par seconde. Ce résultat est retrouvé dans les premières secondes de la mission. L'aspect de la courbe nous donne des renseignements sur la cause d'une dysurie. L'urétrocystoscopie souple ou rigide est facilement réalisée en consultation après une anesthésie locale, si on est certain de la stérilité des urines. Cet examen permet d'explorer l'urètre antérieur et postérieur, le col de la vessie, le trigone et les méas urétéraux. Elle garde un intérêt dans le diagnostic étiologique d'une hématurie du bas appareil urinaire. Par exemple, lorsqu'on a une tumeur de vessie, essentiellement lorsqu'on utilise la technique de l'ex-Vix avec le cystoscope. Il y a également un intérêt de diagnostic de latéralité en cas d'hématurie macroscopique venant du haut appareil urinaire. Après avoir parlé du rôle de la cystoscopie dans l'exploration par exemple d'une hématurie, en utilisant la lumière soit blanche, soit l'ex-Vix, la lumière bleue, on peut utiliser un cystoscope pour poser une sonde urétérale en double J. La première pose d'une sonde urétérale double J a été faite en 1967 par Zimskind, et il y a plusieurs formes de sonde urétérale, telles que la sonde de type Gilles Vernet, Mazman ou bien de Maleko. Il y a également l'urétéroscopie exploratrice, c'est-à-dire qui va permettre d'explorer non seulement l'urétère, mais également les reins. C'est-à-dire, c'est l'urétéro-rhénoscopie qui va explorer le haut appareil urinaire à la recherche soit d'une tumeur, donc on va parler dans ce cas d'une tumeur de la voie extractrice supérieure, ou bien à la recherche d'une lithiase. Et on peut faire également un traitement, par exemple au laser. Donc on va faire dans ce cas une urétéroscopie souple laser.